Il est temps que je vous conte le pourquoi et le comment de tout cela. C'est pour cela que je vous ai tous réunis dans cette belle grande salle du château et que nous offrions à nos invités une cérémonie magnifique. La délégation officielle de Soliman le Magnifique. Oui, vive Soliman! Mon cousin Anselme Mallet de Bory va vous préciser tout à l'heure quelle est sa mission que lui a confiée le roi. Quant à moi, je dois vous rappeler les liens qui me lient à la Turquie et à Soliman le Magnifique. Mon père faisait fonction d'ambassadeur auprès du Grand Turc. Et là, en compagnie de ma sœur qui était encore enfant, nous partîmes dans la belle capitale. C'était l'époque du règne de Sélim Ier, Sélim, le père de Soliman. Et après un long voyage extrêmement difficile, où nous manquâmes tomber 1000 fois aux mains des barbaresques, eh bien, nous arrivâmes enfin dans la capitale. Et là, nous grandîmes dans le palais de Topkapi. Dans le harem, nous grandîmes en taille et en sagesse. Et évidemment, le soir, nous écoutions ravis les contes des 1000 nuits et la douce parole de Scheherazade. La deuxième raison qui m'a fait vous réunir ici est peut-être la plus importante, et l'amour profond, l'affection que je porte à la dauphine. La dauphine Catherine de Médicis. Vous n'êtes pas sans savoir que Catherine est l'unique héritière des grands Médicis de Florence, qu'elle est fort riche, mais qu'elle est par sa mère, Madeleine, héritière de la tour d'Auvergne. Catherine se maria à Marseille en 1533. Et c'est à cette occasion que la délégation musulmane, une première fois, offrit un cadeau magnifique au roi de France qui faisait un pèlerinage au Puy Sainte-Marie. Et c'est dans la cathédrale du Puy, que fut offert un lion. Un énorme lion de l'Atlas avec une crinière gigantesque. Il est vrai que je vous dois aussi vous expliquer que ici nous avons avec nous la délégation vénitienne. Certes, ils ne vont pas parler aujourd'hui cette superbe langue qu'est l'italien, puisqu'ils parlent très bien le français. Mais sachez qu'ils ont amené les Turcs sur leur bateau qui était construit dans l'arsenal de la Sérénissime. Et l'arsenal, belle réalisation architecturale, cœur de notre puissance militaire. Et parmi eux se trouve une amie très chère que j'ai eu le bonheur de connaître dans ma jeunesse, à Constantinople. Madame, vous êtes, comme on dit chez nous, una bella persona. Je vous remercie, cher ami, de ce compliment. Venise, depuis le XIe et XIIe siècle, tisse des relations importantes avec les grandes villes que sont Alexandrie, Jérusalem et Constantinople. Et en effet, l'Orient et Venise sont leurs amis depuis très longtemps. Les constructions de Venise ne sont pas sans rappeler les chefs-d'œuvre de l'architecture ottomane. Grands arcs pointus, petites niches décorées d'arabesques, Venise tente de rivaliser avec les villes de l'Orient. Chacun peut s'extasier des montagnes de richesses étalées comme dans les souks de l'Orient. Dans notre peinture religieuse, on admire souvent l'ornementation chère aux musulmans. Et pour nous, Vénitiens, celle-ci est synonyme de richesse et de raffinement.
C'est Gentili Bellini. À l'appel du sultan, il resta 8 ans à Constantinople et il peignit de magnifiques choses. Et en particulier, il fit le portrait du sultan Mehmet II. Là, il découvre un univers fascinant. Ce portrait ne plut pas au sultan. Il était bien trop réaliste. Et à sa mort, son fils, Bajazet, décida de le revendre à la Sérénissime et de le revendre à qui? À des Vénitiens. Curieuse histoire emblématique en est vrai, il est vrai, entre les deux continents, fait de fascination et de répulsion. Et de tolérance mutuelle. Ce n'est pas tous les jours que le lys de France rencontre la tulipe ottomane. Et puis, de quel droit se mêle-t-on des affaires politiques et de la diplomatie de notre très aimé roi François, le premier du nom, qui souffrit pour nous tous en prison? Madame, expliquez-moi cette attitude. Je vous trouve aujourd'hui tout plein d'autorité, pire encore, méprisant et plein de vanité. Vous prenez-vous, monsieur, pour un poète de la Pléiade? Et croyez-vous avoir écrit, vous aussi, la Franciade? Madame, c'en est trop. Chambellan, appelez-moi mes valets. Voyez d'ailleurs, madame, quelle est ma tenue. Elle est noire pour passer inaperçue, mais elle est aussi proche de la tenue ottomane pour marquer l'amitié à la délégation. Alors voici mes deux hommes, Driss et Mustapha, porteurs d'un coffre plein de surprises. L'autre roi m'envoie pour une délicate mission. Je vous présente ceux grâce auxquels je vais pouvoir faire ce que je dois. Ils appartiennent à la grande civilisation arabo-islamique et ils sont auprès du roi François, traducteur et interprète magnifique. Mais pour moi, ma foi, aujourd'hui, ce sont mes amis, Driss et Mustapha. J'ai demandé à un porteur spécial de conduire jusqu'ici la dernière invention de M. de Vinci, une machine à rêve. À rêve. Pour qu'elle soit prête à fonctionner. Fonctionne-t-elle ou est-elle en attente de fonctionnement? Nous l'espérons, monsieur. Il faudra penser aussi à bien mettre en vue les salamandres de votre décor. Quant à moi, la salamandre, je la porte près de mon chef. Que cette salamandre, que je porte au nom du roi François, me donne toute confiance et réussite. Mes amis, ouvrez mon coffre. Il doit y avoir, ou tout à l'heure, vous aurez quelque chose pour vous. Voici 3 gravures. Quand je les aurai montrées, vous aurez compris l'intérêt de ma présence. La première, c'est celle, vous vous en doutez, de celui dont je sers les intérêts, notre bon roi François. Vive François! Vive François! Et quand même, vive François! Il est l'héritier des Valois, et là maintenant, s'il s'agit de Soliman le Magnifique. Vive Soleiman! Vive Soleiman! Le magnifique! Merci pour lui. Et enfin, un dénommé Charles, le 5e, qui se prétend empereur, sous le nom de Charles Quint. Qu'il aille au diable, Charles Quint! Au diable! Eh bien, voilà les 3 principaux personnages. En votre château de Saint-Saturnin, ma très chère cousine, je suis porteur d'une lettre de notre roi.
il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le prouver, et c'est dans votre salon d'Ulysse, de votre château un peu lointain, que je vais porter à la connaissance de tous et de votre maisonnée le contenu de la lettre de notre roi. Faites, monsieur. Moi, François, roi de France, premier du nom, remercie Madame de la Tour d'Auvergne de bien vouloir accueillir dans le château de sa si grande et si noble famille son cousin, le noble seigneur Anselme Maillet de la Borie, l'un de mes conseillers diplomatiques. Mande ce dernier pour recevoir en ce jour la délégation turque de son Excellence Sérénissime, le très grand Soliman le Magnifique. Vive Soleiman! Au fin de conclure toute négociation commerciale sur la mer Nostre et les terres qui l'abordent, et toute alliance militaire pour affaiblir l'ambitieux Charles Quint, dont les prétentions agressives et l'esprit guerrier nuisent à nos intérêts communs, ceux de l'Empire ottoman et du Royaume de France. Donne à celui délégation pour, en mon nom, prendre les engagements utiles afin que je puisse signer avec le très grand Soliman tout traité commerciaux et toute alliance de défense contre notre ennemi commun. C'est bien noté tout le monde? Quel honneur. Quel honneur. Voici la lettre que le très grand Soliman a adressée à notre roi François. Notre traducteur va la lire et puis je vous porterai à votre connaissance quelques lignes de la copie qu'il a bien voulu m'en faire. Mustapha, à toi. ملك ولاية فرنسا وصل إلى أعتاب ملجأ الصناديل المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم فكن Je pense, Mustapha, qu'on pourrait peut-être nous en rester là, parce que j'ai comme l'impression que nos amis ont quelques difficultés pour entendre ce que dit Soliman, mais l'essentiel était de montrer ce que c'était que sa lettre, et c'est l'authentique. Pas la copie, mais ce qui est dit. Oui, eh bien, je ne vais pas vous la traduire totalement, mais je tiens la copie à votre disposition, et l'original aussi, pour ceux qui en douteraient. Elle date de 1526, c'est là où les échanges ont commencé. Que Dieu très haut facilite le bien à quelque objet que s'attache à sa volonté, qu'elle soit exécutée. Souhaitons donc que la coopération entre nos deux souverains nous amène la paix, la prospérité et le bonheur. Merci. Vous voyez, voilà par exemple. Formidable, monsieur, car Voilà. combien d'argent dans ces hautes terres. N'est-ce pas? Ça brille. En voilà une. Vous en avez une. Regardez. Est-ce que ça n'est pas beau, ce minaret Ensuite, les pierres précieuses, décolletées pour vous, mesdames. Regardez. Et vous comprendrez, ma chère, que j'attends en retour une obéissance parfaite à mes ordres. Asseyez-vous donc, monsieur. Mais je vous en remercie, ma chère cousine. Notre bon roi François ne pouvait-il s'allier avec des princes très chrétiens d'Europe? Pourquoi choisir Soleiman, enfin? L'affaire est en effet fort compliquée, et il faut que vous m'écoutiez religieusement. Cette alliance avec le Grand Turc fut beaucoup qualifiée de scandaleuse.
Je dirais pourtant que c'est un vrai traité d'amitié. Soliman, l'actuel sultan, sa puissance est sans égale. Il règne sur 3 continents, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et le nord de l'Afrique. Nous le surnommons en France le Magnifique, à cause de son pouvoir, de sa magnificence. Les Turcs l'appellent le législateur, car il est un très grand homme d'État. Il parle plusieurs langues, dont l'ouïghour et même le persan. Physiquement, il a fière allure, grand, mince, le nez aquilin, le front haut surmonté de son célèbre turban. De plus, de gros intérêts économiques peuvent pousser la France à une alliance qui apparaît a priori contre nature. Ces Ottomans, depuis les croisades, sont des ennemis de la chrétienté. On les appelle Sarrasins, ennemis de Dieu, suppôts de Satan. Qu'est-ce que notre Sainte Mère l'Église a-t-elle à faire avec ces gens-là? En Occident, en particulier en France, nous avons gardé d'abominables souvenirs des luttes qui ont opposé ces 2 religions depuis le Moyen-Âge. Je citerai 3 dates. 732, la bataille de Poitiers. Les croisades, 8 croisades. 8 croisades. La première, vous le savez, a été prêchée à Clermont-Ferrand, dont nous en avons, nous, de très grands souvenirs. Et puis, pour finir, la prise de Grenade en 1492, prise de Grenade par les rois catholiques qui mit fin à l'occupation musulmane en Occident. Madame, on nous dit que la capitale du Grand Turc est la plus belle au monde. Lorsque j'arrivais dans mes jeunes années là-bas, c'était le soir. J'étais au bord de l'endormissement après un voyage extrêmement pénible. Et là, le soleil se couchait sur le Bosphore. Nous avions franchi les Dardanelles lorsque surgit devant nous la ville aux 3 noms. Byzance, Istanbul, Constantinople. J'avais entendu parler de sa beauté, mais tout m'éblouit. Je me rendis ensuite à Topkapi, dans le palais royal. Palais royal qui est en fait un immense labyrinthe fait de plus de 200 chambres et pièces. Et j'ai retenu surtout la porte de la félicité. Et le soir, j'aimais surtout me retrouver dans le jardin des tulipes qui bordait la Corde d'Or. Princesse, est-il vrai que la raison principale de l'alliance avec le Grand Turc est que notre roi et lui ont un ennemi commun, Charles IV, celui-même qui emprisonna notre roi et ses 2 fils, les princes de sang? Charles est d'abord un immense souverain, archiduc d'Autriche, prince des Espagnes, dernier empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est le fils de Philippe le Beau, de Habsbourg et de Jeanne la Folle, la fille des grands souverains qui étaient Isabelle et Ferdinand d'Espagne. Le jeune souverain est élevé dans la culture française. Il parle le français mieux que l'espagnol et bien d'autres langues encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre continue entre les 2 hommes pendant 10 ans. Et que, voilà-t-il pas qu'en 1525, notre roi est battu à Pavie. C'est la honte pour la France, c'est l'horreur pour lui-même. Il est prisonnier à Madrid. Et là, dans les geôles de l'empereur, il manque mourir, il se désespère. Il ne doit son salut et sa survie qu'à l'amour insensé que lui voue la sœur de l'empereur, Éléonore, qui lui porte à manger en cachette, qui le regarde, qui lui donne courage. Il épousera cette femme qui deviendra aussi reine de France. Les janissaires, Dionysérie en ottomane, cela signifie la nouvelle milice. Ils forment en effet une sorte de secte militaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les janissaires ont été enlevés lors de grandes razzias, étant encore enfants, lorsqu'ils avaient entre seulement 10 et 15 ans. Ils ont à la main un énorme poignard qui souvent miroite au soleil et fait fuir les ennemis.
Leur tactique militaire est très étudiée et d'une efficacité effarante. En un mot, ils peuvent semer partout l'épouvante. Je me suis laissé dire qu'il est entouré par les plus jolies femmes de son pays. Mais qu'elles sont prisonnières. Oh. Il aurait aussi un harem et des favorites. Qu'en est-il exactement, car nous trouvons cela bien étrange. Je savais que le mot harem ferait mouche, notamment auprès de ces messieurs. En effet, le harem, qui signifie espace inviolable, où il occupe le cœur, le centre, le noyau du palais de Topkapi. Et là, dans un véritable labyrinthe de cours, de jardins et d'appartements, vivent les femmes du sultan, entre guillemets. Elles sont gardées par des eunuques noirs. Oh. Je vous rappelle, mesdames, que les eunuques sont des jeunes garçons qui ont été castrés dans l'enfance. Oh. Et ces gens-là assurent le service et le maintien de l'ordre dans le harem. Le harem comprend un très grand nombre de femmes esclaves. On en compte au temps de Soliman jusqu'à 266. En réalité, le harem ressemblerait plus à un monastère qu'à une maison de tolérance. Et on n'y rit pas beaucoup. Roxolane, c'est la femme favorite du sultan. Elle va devenir son épouse légitime. Et là, j'entends vous dire que dans ce pays, où justement, le fait d'avoir plusieurs femmes est un honneur et même un devoir, eh bien, il choisit d'être l'homme d'un seul amour, d'épouser une seule femme, de renvoyer toutes les autres, et de lui rester fidèle. Ce qui n'est pas le cas de notre roi François. En effet, c'est Roxolane qui va faire assassiner, plus ou moins indirectement et dans des conditions très confuses, le meilleur ami du sultan, qui était aussi son frère, Ibrahim Pacha. Pire encore, elle fit assassiner la fille du premier mariage de son mari, le fils, c'est-à-dire l'héritier du trône, pour que ses propres fils puissent lui succéder. Parlez-nous encore de la richesse de leur palais et des mosquées où ils font la prière. Et des peintures et des miniatures qui sont, paraît-il, sans égal. Et les tapis, les tissus, les soieries qui seraient magnifiques. Et les parfums, madame, sont-ils aussi enivrants qu'on le dit? Ah, monsieur, toutes ces nourritures étranges, ces fruits que nous n'avons jamais vus, ces boissons pleines de mystères, existent-elles vraiment? Je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Mais, qu'entends-je? Les Turcs! Les voilà!
Sommer, wenn mich die Dünya erscheint. Après mon précipice, ô désir misérable, je t'ai fait dedans l'onde une tombe honorable de ces pleurs que mes yeux font couler jour et nuit, et l'espérance aussi. Ta sœur, faible et dolente, après maint long détour, se voit changer en plante, qui reverdit assez, mais n'a jamais de fruits. Philippe Desportes. Alors oui, mon cousin, vous brûlez de dire un mot. Je me dois, à mon tour, de remercier cette délégation au nom de notre roi. Et je ne doute pas que les relations avec Soliman seront fructueuses, du moins je le souhaite, et tous avec moi, je suppose. Merci.